Bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau dans cette émission au cours de laquelle on discutera d'un sujet qui est d'une actualité brûlante et qui nous intéresse à plus d'un titre. Il s'agit de la crise post-électorale en Gambie, mais surtout de la médiation mauritanienne et plus tard de la médiation mauritano-guinéenne conduite par les deux présidents Mohamed El Abdelaziz et Alpha Condé qui a évité à un pays frère et ami le pire. Un accord a été arraché à la dernière minute et a permis un règlement pacifique de la crise en Gambie. Cet accord a été salué par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est réjoui sur son compte officiel que l'état de droit a prévalu en Guinée. Est-ce que cette médiation a été bien accueillie par l'ensemble des pays membres de la CEDEAO? Était-elle un succès pour la Mauritanie? L'accord conclu est-il contraignant pour toutes les parties, ONU, Union africaine, CEDEAO et Gambie? Pour répondre à ces questions, nous avons invité pour vous ce soir sur ce plateau Messieurs Son Excellence Bilal Oulouerzeg, ancien diplomate. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Dr Mohamed El-Matala, qui est professeur d'université et juriste. Bonsoir, Monsieur Mohamed. Et nous avons également avec nous notre confrère Mohamed Valoul Oumer, qui est journaliste, éditorialiste et analyste politique. Bienvenue à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est avec vous, Excellence, qu'on va débuter. Quelle signification ou quelle lecture faites-vous à cette médiation qui a été saluée par la communauté internationale dans son ensemble? Moi, je l'apprécie à sa juste valeur. Je pense que c'est une négociation qui est venue en bon moment, parce que quand même la négociation, ça reste la fonction centrale de la diplomatie. Et du moment que les deux présidents ont entamé cette négociation, moi, je pense qu'ils ont essayé d'avoir une gestion responsable de la situation politique en Gambie. Et ceci, effectivement, a débouché un règlement pacifique. Donc, je tiens d'abord à féliciter les deux présidents. Je tiens aussi à souligner le rôle prépondérant qui a été joué par notre pays et notre diplomatie. Je sais que si les relations diplomatiques sont consolidées avec la Gambie, c'est parce que nous avons aussi des relations personnelles consolidées. Depuis la nuit des temps, les relations entre la Gambie et la Mauritanie ont toujours été très bonnes, surtout les présidents. Et je pense que ceci a grandement facilité le fait de mettre en confiance Yahya Jammeh pour qu'il accepte le règlement pacifique. Je pense que dans cette histoire, il est indéniable que la médiation qui a été menée a été un succès. Mohamed Wad. Moi, je crois que d'abord, pour parler de tout ça, il faut revenir un peu à l'origine de la crise, au déroulement. Il y a un journaliste et ça a commencé comme ça. Dans un premier temps, Jammeh reconnaît sa défaite. Entre-temps, on parle de chasse aux sorcières, on parle de la possibilité pour lui d'être poursuivi, d'être, disons, jugé pour son régime, son règne, qui a duré 22 ans et qui ont été 22 ans de souffrance pour les Gambiens, etc. Et donc, il revient sur sa reconnaissance des résultats. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'enclenche. D'abord, politiquement, on essaye politiquement de résoudre la question, puis tout se précipite et on va vers l'option militaire. Et c'est là où intervient cette intervention, où intervient cette médiation. D'abord la mauritanienne à part entière, et qui, à mon avis, a commencé par le voyage du président Mohamed El Abdelaziz à Banjul, où il a rencontré Yahya Jammeh et où il a exprimé il s'est exprimé en disant qu'il y avait le début de quelque chose et qu'il y avait la possibilité, et même je crois qu'il y a eu un accord, un premier accord verbal, et c'est pourquoi, sinon le président ne serait pas passé par Dakar, c'est pourquoi il est passé par Dakar pour rendre compte de là où le président sortant, Jammeh, gambien, rendre compte de ce qu'il lui a dit à son homologue sénégalais Macky Sall, et aussi au président nouvellement élu,
Adama Barrow, qui s'est joint à eux un peu plus tard dans la nuit. Si on regarde le fil des événements, on comprend alors une parole du président ici, quand il est reparti, au moment de repartir avec Alpha Condé cette fois-ci, donc avec la CEDEAO, il avait dit, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas compris, que je ne comprendrai jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un accord, il y avait quelque chose sur lequel les gens avaient accepté de travailler, et ce quelque chose a été remis en cause. Je crois que c'est d'abord sur les deux points, le point qui ont été soulignés par Jammeh dans un premier temps, c'est-à-dire que Adama Barrow attend de revenir en Gambie pour prêter serment et que la menace militaire cesse. Et les deux, en moins de 24 heures, on avait les troupes aux frontières. Les troupes de la CEDEAO. Les troupes de la CEDEAO. Disons les troupes sénégalaises. Et Adama Barrow avait prêté serment à l'ambassade de son pays à Dakar. Et c'est à ce moment-là que s'est engagée la CEDEAO pour rebondir sur l'initiative de Mohamed Ould Abdelaziz et repartir vers, disons, Banjul. Et c'est à ce moment-là que le moment diplomatique, le vrai moment diplomatique a joué. Et donc on est arrivé à cet accord qui n'a pas empêché ce qui a suivi. Je pense qu'on y reviendra. En tout cas, Mohamed, vous qui êtes juriste, vous êtes professeur d'université, un accord a été conclu. Sur le plan international, sur le plan juridique, est-ce que cet accord doit être contraignant pour les différentes parties qui l'ont signé? Merci. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir donné cette opportunité pour saluer et apprécier à sa juste valeur l'implication efficace et efficiente du président de la République dans la résolution de la crise gambienne. Il y a lieu ici de rappeler que ce n'est pas la première fois que la Mauritanie est sollicitée pour la résolution des conflits en Afrique. Je cite l'exemple le plus récent, c'est celui de la Côte d'Ivoire, où la Mauritanie a été mandatée par l'Union africaine pour la résolution de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il y a lieu aujourd'hui, et ça c'est un euphémisme que de le dire, de constater qu'il y a un leadership bien établi, incarné par le chef de l'État, qu'il faut saluer et magnifier. La résolution de la crise gambienne a été certes résolue avec l'implication de la Mauritanie, mais aussi de la CEDEAO et du président Alpha Condé. Ça aussi, c'est des initiatives salutaires qu'il va falloir quand même mettre en exergue. Alors, Mohamed Val a raison tout à l'heure. Les enjeux stratégiques font qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe chez le voisin peut avoir des impacts donc, sur nous. C'est quoi une médiation? Alors, une médiation, c'est un accord à l'amiable signé entre deux parties. Cet accord, une fois signé par ces parties-là, il revêt un caractère obligatoire, c'est-à-dire que les parties sont dans l'obligation de le respecter. Mais ceci n'est valable que dans le cas d'une médiation réussie. Et on peut dire aujourd'hui que la médiation qui a eu lieu en Gambie, c'est une médiation réussie qui a abouti au départ de Yahya Jammeh, et le président élu est sur le point de rentrer en Gambie pour prendre naturellement les règnes du pouvoir. Oui, on peut bien le dire qu'un accord il devient obligatoire. Voilà. Excellence, vous, suivant votre expérience, ce genre d'accord, généralement, il est respecté par les différentes parties, non? Oui, bon, pour revenir un peu à l'accord et pour parler, comme dit Mohamed Wald, donc du début de la crise, vous savez, le président Jammeh a reconnu sa défaite. Mais à l'époque, la CENI avait parlé d'une différence de 50 000 voix. Quand ils ont fait le calcul définitif,
ils ont remarqué qu'il y a une différence de 20 000 voix. 20 000 voix, oui. C'est pourquoi lui, il a été un peu réticent et son entourage aussi a été un peu réticent. Et là, je crois qu'il y a un manque au niveau de la CEDEAO qu'il va falloir combler. C'est le contentieux électoral. La CEDEAO doit penser, avant d'intervenir, de voir dans quelle mesure elle peut pallier, elle peut aider à régler les contentieux électoraux. Parce qu'il y avait quand même une voie ouverte pour le règlement. Concernant l'accord en lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, les deux présidents, pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé et la déclaration qui a été adoptée, les deux présidents ont chargé une commission. Cette commission était chargée de deux choses. Élaborer le discours de Jammeh, que vous avez écouté, parce que ce discours il a été élaboré par cette commission. Et en même temps, élaborer une déclaration de règlement pacifique du conflit. Cette commission était composée de notre ministre secrétaire général de la présidence, de Ibn Chambas, qui est le représentant des Nations Unies, d'un représentant de la CEDEAO, de deux représentants de la Gambie, dont la vice-présidente et une autre ministre. Et donc cette commission a siégé, a élaboré ce document, ces déclarations. Quelqu'un de l'Union africaine. Oui, il y a quelqu'un de l'Union africaine, un représentant de l'Union africaine. Quand ils ont élaboré ces déclarations, ils ont abouti au fait que donc Yahya Jammeh lise la première déclaration qu'ils ont élaborée et ils se sont mis d'accord sur la déclaration qui dit voilà, Yahya Jammeh doit partir, ainsi de suite. Le contenu, on viendra après au contenu. Mais nous, en tant que diplomates, on considère que ce genre de déclaration constitue une sorte de modus vivendi. C'est-à-dire qu'il a été fait au moment où toutes les parties étaient informées de façon régulière, par téléphone, les présidents du Nigeria, du Sénégal, ainsi de suite, et au moment où tous les représentants étaient là en train d'élaborer ces déclarations. Par conséquent, une fois que cette déclaration a été adoptée et qui ne dit rien consent, ça veut dire qu'elle a, elle a normalement l'aval de toutes les parties. Sinon, ils auraient dû quand même marquer les réserves au moment où cette déclaration a été élaborée. Et comme elle a été élaborée par des partis dont je vous parle maintenant, les représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, des Nations Unies, de la Gambie et de la Mauritanie, à ce moment-là, personne n'a émis de réserve contre cette déclaration. Par conséquent, pour nous, du point de vue du droit, ça devient une sorte de modus vivendi et ça engage tout le monde. Maintenant, le contenu de la déclaration. On y reviendra tout à l'heure au contenu de la déclaration. Mohamed Val, vous évoquiez tout à l'heure la volte-face de Jammeh qui, dans un premier temps, avait reconnu le résultat du scrutin du 1er décembre. Juste une semaine après, le 9, il dit qu'il ne reconnaît pas. Son Excellence évoquait tout à l'heure le problème de comptage de voix. Non, je pense que c'est un prétexte pour Jammeh. Je pense que ce qui a fait peur à Jammeh, c'est surtout la possibilité du procès, parce que tout de suite, les ONG, tout de suite l'entourage d'Adama Barrow, et lui-même, il est revenu sur ses premières déclarations pour pointer, pour promettre des procès, pour promettre des poursuites. Quand on a un chef d'État comme celui-là, il y a un minimum disons, de prudence à faire, parce que quand on est un militant du changement, on doit savoir qu'est-ce qu'on a en face. On doit mesurer ce qu'on dit. Il est toujours au pouvoir, il a toujours une garde prétorienne, il a toujours ses alliés, et après tout, il a 35% des électeurs avec lui. Donc, il ne faut pas lui faire peur. Et il faut le laisser, il faut accompagner ça doucement. Et ça, c'est l'une des erreurs des oppositions en Afrique et dans le monde arabe chaque fois, c'est qu'on tend tout de suite à faire peur à ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils ne laissent plus, parce qu'on leur donne l'impression que si jamais ils quittent le pouvoir, ils sont foutus. Ils sont finis, quoi. Et on va les poursuivre, ils seront maltraités, ils auront leur procès et tout. Et je crois que c'est ça qui a été déterminant dans la suite des choses. Bien sûr, il y aura aussi le poids des enjeux régionaux, des enjeux qui sont clairs. Le Sénégal étant
un grand pays à côté de la Gambie, qui est une sorte d'épine dans son pied. Jammeh ayant joué le rôle toujours disons, de trouble-fête pour les politiques sénégalais, les vieux souvenirs de la Confédération de la Sénégambie, le fait que le Sénégal soit divisé en deux à cause de ce petit pays qui est là, et tout ça c'est un peu un cumul de raisons qui font que le Sénégal est le premier pays intéressé par la Gambie, et donc que c'était là l'occasion de faire définitivement, de régler le problème de la Gambie définitivement. Et je crois qu'il y a eu, peut-être qu'on en parlera, je crois qu'il y a eu, je n'hésite pas à parler d'instrumentalisation de la CEDEAO et des mécanismes de la CEDEAO. Même que le Sénégal a avancé une résolution auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui n'a pas pu faire passer comme il le voulait, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été une autorisation d'utiliser les armes. Elle a été juste une caution politique pour la CEDEAO, mais pas l'article 7 n'a jamais été évoqué. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose de permis par les Nations Unies. Et la preuve que c'était plus que ce qu'on croyait, c'était pas exactement la... C'est que quand il y a eu le règlement de la chose, c'est-à-dire le règlement de la crise avec le départ de Jammeh, ça n'a pas évité qu'aujourd'hui, les Djambars sont dans la présidence de Gambien. Banjul. Bien, les vrais enjeux aujourd'hui, c'est des enjeux sécuritaires. Et ce qui se passe en Gambie peut facilement avoir des répercussions, non pas sur le Sénégal, qui est le voisin immédiat, mais sur beaucoup d'autres pays, y compris la Mauritanie, parce que nous disposons d'une forte communauté en Gambie, qui a un pouvoir économique réel, et des problèmes en Gambie auront forcément des répercussions sur la Mauritanie, et même sur d'autres, la Guinée-Bissau, etc. C'est ce que les chefs d'État africains de la CEDEAO, du président de la République, ont très vite compris, et ils ont joué le rôle qui devrait être le sien. Et malheureusement, moi je pense qu'il faut faire attention. On a tendance à penser que certains pays voisins avaient beaucoup plus à perdre de l'instabilité en Gambie que nous. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc il y a une certaine prudence qu'il faut quand même avoir. Et mieux, une médiation, elle n'est jamais imposée. La médiation, elle est d'abord volontaire. Elle n'est pas coercitive, en ce sens que le médiateur, on ne demande pas au médiateur d'imposer une solution. Le médiateur, il est choisi pour rapprocher les deux parties. C'est ça du médiateur, c'est pas d'imposer, de s'imposer par lui-même. Voilà. Et en plus, la médiation est confidentielle. C'est pourquoi, durant toutes les phases de la négociation, etc., des échanges qui ont eu lieu, je pense sous le contrôle de son Excellence, donc il y a une certaine quand même confidentialité dans ces échanges-là. Voilà. Est-ce que je peux rajouter un mot? Parce que justement, je rebondis un peu sur cette question de la confidentialité. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est un problème de communication. Parce que sur l'accord dont son Excellence a parlé tout à l'heure, les journalistes ont mis du temps à savoir les termes de l'accord, parce qu'il a mis du temps à être publié. Ce temps qu'il a mis à être publié a été utilisé par les Fatangers, ceux qui voulaient coûte que coûte occuper la Gambie, aller en découdre un peu. Chacun voulait occuper un peu de terrain. Absolument, parce qu'il y avait sur le plan de la communication. Et c'est un peu tard que le communiqué lui-même, ou l'accord lui-même, c'est-à-dire les termes de l'accord, ont été publiés. Je pense que c'est quelques heures après, juste au départ de Yahya Jammeh. Venons-en, Excellence, à présent à l'accord lui-même. Il a permis, certes, un règlement pacifique de la crise post-électorale. Est-ce que c'était un accord gagnant-gagnant, disons, pour les différentes parties? En tout cas, pour ce qui est de la première phase, je trouve que tout le monde a gagné dans cette déclaration. Et en premier, le Sénégal. Parce que je pense que cet accord et cette médiation arrangent d'abord le Sénégal. Parce que vous savez, en conflit, on peut le commencer, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il va s'arrêter.
En plus, comme l'a dit le professeur, ça arrange toute la sous-région. Parce qu'elle sera l'objet d'une déstabilisation assez importante. Et je pense que les déstabilisations que nous avions déjà sont assez suffisantes. Je pense aussi que si, pour la première fois en Afrique de l'Ouest, on arrive à régler un problème, tout le monde quand même doit s'en réjouir. Par les Africains eux-mêmes. Oui, par les Africains eux-mêmes. Tout le monde doit s'en réjouir. Et concernant maintenant le contenu de l'accord, d'abord il fallait que Djamé parte. Donc lui il part, comme il a dit dans son discours, il faut écouter son discours, c'est pour faciliter la transition. Ça c'est le premier point. Mais il peut revenir à tout moment dans son pays. Donc le deuxième point, c'est que le président ne fera pas l'objet de poursuites, ni lui, ni sa famille, ni ses proches, ni son entourage, ni ses supporters. Le troisième point, c'est qu'il n'y aura pas de chasse à l'homme, de chasse aux sorcières, comme on dit. Et là, si vous avez écouté la déclaration d'Ibn Chambas, après la déclaration, il a très bien dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières et qu'il faut éviter cela. Un autre point sur lequel peut-être les gens ne sont pas d'accord, mais qui figure quand même dans la déclaration, c'est que la CEDEAO, à partir de ce moment-là, doit arrêter les options et les opérations militaires. Mais elle doit aider à ce que les Gambiens se réconcilient entre eux. Je pense que, grosso modo, voici le contenu de l'accord. Parce que, vous savez, l'accord, ce n'est pas une fin en soi. Quand on viendra à la conclusion, on verra cela. Ce n'est pas parce que ça s'est arrêté maintenant qu'il n'y aura pas de clash demain. Tout ceci dépend. Dépend d'abord du nouveau président, dépend du fait qu'il y ait une véritable réconciliation, dépend du fait qu'il va respecter les services qui existent déjà et qui sont en Gambie. Parce qu'au départ de Djamé, qui a reconnu sa défaite et qui a demandé à ses supporters qu'ils reconnaissent cette défaite, en temps normal, ses supporters et les services gambiens de sécurité, des affaires étrangères, de l'éducation, normalement devaient attendre le retour du président pour lui passer le relais. Ça, en temps normal. Bon, il est vrai que le président élu dit qu'il voudrait quand même être sécurisé un peu par la CEDEAO. C'est bien, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, mais il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas qu'on tire sur la ficelle. Parce que quand un président vient et que des forces étrangères viennent, vous savez, la dissolution d'une armée n'est jamais une chose facile. Et ça n'a jamais rien réglé du tout. La dissolution de tous les services ne règle rien. Donc il faudrait quand même beaucoup de tact et beaucoup de compréhension de la part du président élu et du tact de la part de la CEDEAO pour que la situation se stabilise. Mais il est indéniable que la négociation qui a été menée, la médiation qui a été menée, a abouti à un règlement pacifique pour le moment, mais il peut toujours être objet de remise en cause si les choses, si vous voulez, ne marchent pas comme cela a été prévu. Parce qu'une fois que Djamé reconnaît sa défaite, normalement tous les services gambiens devraient être à la disposition du nouveau président. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, mais quand les services gambiens ne sont pas à la disposition du président élu, et qu'il y a des forces de la CEDEAO qui veulent peut-être vider certains ou faire... Ceci pourra très bien déboucher sur une autre situation que justement nous allons voulu éviter avec cette... Et personne ne trouvera son compte dans cette histoire. Donc les va-t-en en guerre, moi je ne les comprends pas. Et je ne pense pas d'ailleurs que le Sénégal, certainement, il doit apprécier la médiation du président Condé et du président Mohamed Abdelaziz. Parce qu'ils sont les premiers concernés et je crois que ça les aide en premier. Mohamed Val, vous en tant qu'observateur, à la lumière de ce qui s'est déjà passé, le départ de Djamé, mais en même temps la présence des forces, disons, de la CEDEAO ou du Sénégal sur le territoire gambien qui ne figurent même pas dans les clauses de l'accord. Quelle lecture faites-vous de l'application, disons, des différents termes de cet accord-là? Je crois que, bon, il y a quelque chose que tout le monde a... C'est une faute quelque part, que tout le monde finalement a commise. Aussi bien ceux qui ont décrété ou fait cet accord, parce qu'ils n'ont pas associé le président élu, qui est quand même s'il est au Sénégal,
même s'il était, enfin s'il est dans... Je m'excuse, Mohamed Ouad, mais je pense que tous les protagonistes ont été représentés. Étaient représentés, mais étaient contactés aussi par téléphone. C'est comme ça que la négociation se passe. C'est classique. C'est-à-dire, tu parles une fois avec le président Macky Sall, tu parles avec le président Eli, tu parles avec le président du Nigeria, la commission prépare le texte, moi, et ainsi de suite. à ce problème de communication. Donc, en tout cas, nous ne savons pas qu'il y a eu ça. Nous savons qu'il y a eu cet accord qui est signé par les 3 organisations. Et donc, ça devait se faire comme ça. On ne peut pas, en lisant l'accord et en voyant les faits qui se sont déroulés devant nous, on ne peut pas envisager qu'il y ait un prétexte de plus pour faire entrer des soldats ou des armées en territoire gambien. D'autant plus que le chiffre est énorme. Il y a déjà 4 000 et on table sur 7 000. C'est énorme par rapport à un petit pays comme la Gambie. Et les soldats gambiens ont été obligés de sortir de la présidence gambienne, ce qui est un symbole. C'est vrai, c'est au nom de la sécurisation. Qu'est-ce que c'est un président élu, légitime, qui revient et qui a encore peur de son peuple? C'est l'autre qui devait avoir peur de son peuple. C'est pas le contraire. Je pense que c'est un prétexte qui a été mal fait. Et je pense que ça tue l'avenir. Parce que autant tout le monde devait faire attention à ce pouvoir qu'on dit démocratique, qui est sorti des urnes, qui a cette légitimité, mais qui a besoin de s'affirmer. De s'affirmer non seulement contre Djamé, mais contre toutes les autres velléités. De s'affirmer comme une force autonome et capable de gérer ce pays, ce petit pays qui finalement... Mais les nouveaux présidents ne sont pas sécurisés jusqu'à présent, d'après ce qu'il dit, d'après ce qu'on entend. Il dit qu'il attend d'abord que les forces de la CEDEAO sécurisent la situation pour assurer son retour dans son pays. Oui, exactement. Je ne comprends pas de qui il a peur. Il a peur peut-être des petits... Enfin, selon ce que j'ai vu. Il a peur des fidèles d'un régime qui a duré 22 ans. Oui, peut-être. Il a raison. Moi, je pense, sans vous couper... La peur est légitime parce que les méthodes de ce régime, on les connaît. Elles sont terribles. Mais parmi les peurs aussi, il y a les peurs métaphysiques aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il refuse d'aller à la présidence parce qu'il croit qu'il y a Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses contre lesquelles la rationalité n'est pas là. Et quand vous avez peur, c'est votre pays. Vous êtes appelé à le diriger. Il faut venir. Vous n'avez plus le droit, depuis le départ de Djamé, le nouveau président n'a plus son devoir, c'est d'être chez lui et de montrer qu'il est chez lui. Le devoir du Sénégal, le devoir de la Mauritanie, leur intérêt, le devoir de la Guinée, de tous les pays environnants, c'est d'aider justement à renforcer cette confiance en soi et cette réconciliation qui est prévue par l'accord et qui exclut toute vindicte. Bon, ceci dit, il ne faut jamais excuser. Il faut faire, comme il l'a dit, une commission peut-être vérité et réconciliation. Mais ça, c'est à toi et ton peuple de le décider quand tu seras revenu parmi les tiens. Mais pas avant. Pas avant. Moi, je crois plutôt qu'on est en train de créer un problème. On est en train de créer un problème. Et si ce n'est pas réglé très rapidement, je crois que c'est un nouveau centre de crise, d'instabilité, de tension qui va s'ajouter à ce qui se passe en Afrique. On ne le souhaite pas en tout cas. Je pense que la nature a horreur du vide. Et la CEDEAO, le président de la République et le président de la Guinée ont fait l'effort de répondre quand même aux attentes des Gambiens, en poussant en quelque sorte Djamé vers la sortie. Il appartient aujourd'hui, c'est vrai que c'est incompréhensible. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi le président élu refuse d'aller en Gambie pour des considérations sécuritaires, alors que la Gambie n'a jamais été... Il n'y a jamais eu de trouble. Même post-électoral, il n'y a pas eu de trouble. C'est quoi? Il y a quand même aujourd'hui une certaine incompréhension dans le comportement du nouveau président élu.
Et c'est vrai que ça ne doit pas durer, puisque la nature a horreur du vide, et si ça dure, ça peut créer d'autres situations qui seront difficilement maîtrisables. Ça c'est une chose. Deuxième chose, la situation en Gambie n'est pas encore stable. Et les Gambiens doivent faire preuve de beaucoup de hauteur et de sacrifice, d'esprit de sacrifice. C'est bien beau de parler de commission, vérité, réconciliation, mais il ne faut pas aller très vite. Moi, je pense que quand on gère une nation, c'est tout un processus. Et la Gambie sort quand même d'un régime de 22 ans. On ne peut pas effacer un régime de 22 ans par une commission ou en 2 ou 3. Ça prend du temps, c'est tout un processus. Donc il ne faut pas s'engager très très vite à prendre des mesures qui pourront être contre-productives. Et malheureusement, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui en Gambie. Et moi je pense que la prudence quand même reste de mise. Il faut quand même être très prudent, vigilant. Voilà. Excellence, tout au long de cette crise qui a duré environ 6 semaines, on a beaucoup entendu parler sur les ondes des médias occidentaux, des médias même de la sous-région, d'un président élu en exil à Dakar. Or, pour certains, ils pensent que c'est plutôt un président en otage au Sénégal parce qu'on a pensé au début qu'il y aurait une entente entre le président nouvellement élu et l'ancien président Jammeh, comme quoi il allait conclure un accord. Oui, en fait, l'idéal, ça aurait été, je pense qu'à un moment donné, avec l'action un peu du président mauritanien, Jammeh a voulu que la passation se fasse dans des formes normales. C'est-à-dire que lui, il passe les relais au président Barrow. C'est ce qui est normal en tout cas. Je pense qu'à un moment donné, il a voulu. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut que la CEDEAO, le Sénégal, fasse cas de beaucoup de tact. Parce qu'actuellement, vous avez en Gambie tous les services qui sont pratiquement là-bas. Vous avez la vice-présidente qui est là-bas. Vous avez une des ministres qui a assisté à la commission qui est là-bas. Vous avez le chef d'état-major qui est là-bas. Vous avez les militaires qui ont dit qu'ils ne tirent pas une seule arme. Donc, Barrow, il va travailler avec ces gens. Il va travailler avec ces gens. Donc, je pense que si ça se passe normalement, sans exagération, sans essayer de frustrer les populations, je pense que ça peut se passer normalement. Et en tout cas, c'est l'intérêt de tous pour que ça se passe. Oui, mais elle va lui passer les relais. Parce que cette vice-présidente, elle est là, les autres ministres sont là, le président a reconnu sa défaite, il est parti, il a fait une déclaration. Donc c'est tout à fait normal qu'il se mette à la disposition du nouveau président. C'est ça, c'est ce que nous espérons. Nous espérons qu'avec l'arrivée rapide de M. Barrow, la passation des services se passe dans les normes et comme ça on peut facilement baisser la tension au niveau militaire et faire évacuer même les troupes de la CEDEAO. Je pense que c'est comme ça que le problème va être réglé. Mais si on insiste et que si les choses se prolongent, vous savez, ces pays africains, pourquoi la Gambie est anglophone et elle est coincée entre le Sénégal et la Guinée, qui sont francophones? Ça, c'est la conférence de Berlin, 1885, qui a charcuté l'Afrique. Pourquoi la Guinée-Bissau est lusophone et elle est coincée entre le Sénégal et la Guinée, qui sont francophones? Donc, si on ne fait pas attention à la gestion de ces problèmes, qui sont hérités en grande partie de la colonisation, et au respect un peu de ses frontières, et au respect un peu de ce qui s'est passé et de ce que l'OUA a marqué comme fondamentaux. On risque de se perdre dans des choses, c'est des pièges à con, et on ne va jamais s'en sortir. Donc c'est pourquoi le mieux aujourd'hui pour la Gambie, c'est que le président élu aille rapidement là-bas, que les services gambiens qui sont restés après Jammeh et qui lui étaient fidèles et qui aujourd'hui reconnaissent leur défaite, lui passent les relais et que donc les forces de la CEDEAO sortent et qu'on en revienne à une situation plus ou moins normale. Moi je pense que, en tout cas, tous les diplomates conscients, et les diplomates sont des gens de paix, doivent vouloir régler cette situation rapidement dans la mesure où ils ont quand même la chance que le président sortant a été convaincu par ses pairs de sortir en vue de faciliter la transition.
Mais si sa sortie ne facilite pas la transition, on risque de revenir à la case départ. Il y aura des énervements, il y aura certainement des frustrations. Et là, c'est dangereux. Le Sénégal c'est assez de ressources Tout à fait. d'intelligence pour comprendre et pour faire comprendre à la société, la migration, etc., qu'on ne peut pas vivre, c'est pas possible. Et qu'il y a le complexe de la Sénégambie qui est là, il y a les virulents de la Sénégambie qui sont là, la Fédération de Sénégambie qui sont là, il y a aussi des trucs, des considérations qui sont posées. Et le fait que le président Adama Barrow, dans sa première déclaration et dans l'un des 3 premiers objectifs déclarés qu'il va faire, c'est le pont entre Farafenni et c'est le pont qui va traverser le fleuve Gambie et qui va lier les 2 Sénégal, le Sénégal Nord et le Sénégal Sud. Le fait qu'il reste encore jusqu'à présent au Sénégal, tout ça peut créer des frustrations, peut compliquer la chose, surtout que dans la sous-région, il n'y a pas que le Sénégal qui est intéressé par la Gambie. Il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a les pays anglophones qui sont là aussi et qui doivent être intéressés quelque part par l'existence de la Gambie, et enfin l'existence d'un pays qui s'appelle la Gambie. Et le fait de venir sous le drapeau ou sous la boulette ou sous le label CEDEAO ne justifie pas et ne peut pas justifier éternellement que des soldats occupent un pays. C'est quand même des soldats étrangers. Mais il y a surtout la menace terroriste qui se greffe souvent sur les foyers de tension, quelle que soit par ailleurs leur zone. Alors, c'est ça, vous soulevez quelque chose. C'est une question importante. Parce que il faut dire, il faut rappeler que la Gambie est traversée par un courant. Il y a des courants très forts, radicaux, qui sont là et qui travaillent. On dit même que Yahya Jammeh lui-même était un peu... Mais il a déclaré la République islamique de Gambie. C'est ça. Mais il y a plus que ça. Il n'y a rien de mal à déclarer que c'est une République islamique. Mais quand il y a des écoles, quand il y a des relations, quand il y a quelque chose sur lequel peut se greffer justement le radicalisme, ça devient dangereux et ça donne une légitimité. Revenons à présent à la médiation mauritanienne parce que le temps qui nous est imparti touche à peu près à sa fin, pour parler de cette médiation qui a réussi au moment où tout le monde pensait que la guerre ou l'intervention militaire était inéluctable. Comment elle était perçue, cette médiation-là, par les politiques mauritaniens? Mohamed, Excellence. Bon, moi d'abord, je regrette profondément que certains politiques mauritaniens n'aient pas apprécié à sa juste valeur la médiation du président de la République. Vous savez, nous avons ici une opposition, nous avons une majorité. Mais moi je pense, très sincèrement, que quand il s'agit de la politique extérieure, nous devons tous nous retrouver sur vraiment la même ligne et sur les mêmes intérêts quand il s'agit de politique extérieure. Et d'autant plus que dans cette histoire de la Gambie, on joue un peu de la géopolitique. Et quand on joue de la géopolitique, tout citoyen a intérêt à être derrière son président. Si vous lisez un peu la presse du Sénégal, l'opposition à Macky Sall, qu'il y a une semaine d'insultes, les traits de tous les mots, depuis que la crise de la Gambie a commencé, ils sont tous avec Macky Sall et tous derrière Macky Sall. Ralliés sur les mêmes positions. Et donc, moi, ça m'attriste un peu parce que ce n'est pas parce que je suis diplomate, c'est parce que d'abord je suis patriote. Et j'aimerais bien quand même que l'opposition, concernant la politique extérieure de la Mauritanie, revienne à des sentiments qui savent apprécier le rôle d'abord de la Mauritanie. Parce que, vous savez, ce n'est pas étonnant que le président Aziz réussisse sa médiation en Gambie. Ça, c'est quelque chose que Dieu a donné à la diplomatie mauritanienne.
à notre position géostratégique, à notre appartenance à toutes les organisations, qu'elles soient à l'ouest, au sud de l'Afrique, qu'elles soient au nord. Et ça, c'est une position de la Mauritanie. Donc c'est une position stratégique. Et quand nous avons une réussite dans cela, nous devons tous l'apprécier. Parce que même si demain le président Mohamed Aziz n'est pas là, la Mauritanie doit rester fondamentalement avec cette position géostratégique capable de faire des réussites aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique du Nord. Et là, je suis étonné, je suis attristé quand je vois que certains politiques la confondent un peu avec les situations intérieures. Moi, je suis opposant. Je négocie avec le président Abdelaziz comme opposant. Mais je ne m'oppose pas sur une médiation réussie par mon président ou sur le fait qu'on envoie des soldats mauritaniens en Centrafrique ou qu'on les envoie en Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas m'opposer à ça. Mais sur le plan intérieur, je m'oppose à la gestion, je m'oppose à beaucoup de choses. Mais la politique extérieure, moi j'aimerais bien, et je lance un appel à toute la classe politique, pour que réellement ils puissent apprécier à sa juste valeur cette médiation et pour une fois soutenir le président dans cette histoire, parce qu'elle n'est pas encore terminée. Moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Le chef de l'État, le président de la République, il incarne l'État. Il ne représente pas l'opposition, encore moins le pouvoir, une majorité, non. Il représente tous les Mauritaniens. Une médiation réussie par le président de la République, elle est à mettre à l'actif de la Mauritanie, et non pas d'une frange de la Mauritanie. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et je pense que l'implication du président de la République a joué un rôle prépondérant. Et ça, même les observateurs les plus avertis le disent, dans la résolution du conflit en Gambie. C'est une évidence. Et Excellence a tout à fait raison de dire que le président de la République n'est ni de la majorité ni de l'opposition, mais il incarne la Mauritanie et il incarne le pays. C'est le chef de l'État, c'est notre chef d'État de tous. Et une position aussi importante, une médiation aussi importante réussie, doit être quand même la fierté, et doit être la fierté de tout un chacun. Ahmed Fall, sur les réseaux sociaux, au sein des états-majors politiques mauritaniens. Moi, je ferai la différence entre ce que les individus expriment et ce que les partis expriment. D'abord, chacun est libre de juger. Ce n'est pas parce que quelqu'un est président de la République et parce qu'il fait ça c'est mon avis personnel, et qu'il fait une politique. Si je suis opposant, je peux relier cette politique, je peux la gosser, je peux me moquer, je peux faire ce que je veux. Mais je crois que ce serait injuste de dire que les partis politiques mauritaniens n'ont pas apprécié. Il y a beaucoup d'individus, les réseaux sociaux, souvent des anonymes, mais les partis qui se sont exprimés, ils ne se sont pas exprimés par exemple en dénonçant ou en déniant. Non, ils se sont prononcés parfois en disant le président qui réussit autant de médiation, pourquoi il ne réussit pas ici c'est le plan intérieur. C'est le plan intérieur. D'autres ont voulu le piéger sur des considérations qui sont contestables peut-être. Mais pourquoi il n'a pas dénoncé le renoncement de Yahya Jammeh à l'époque quand il a, etc. Donc il n'y a rien de vraiment méchant. En tout cas, moi, je n'ai pas vu, en tant que journaliste, je n'ai pas remarqué quelque chose auquel on est habitué d'habitude. Il y a le parti Tawassul, par exemple, qui est alloué. Et c'est un parti fondamental du FND, du Forum national pour la démocratie et l'unité. Et il n'y a pas d'autres partis qui ont dénoncé. Non, je ne les ai pas vus. Et je crois que tous les Mauritaniens, on peut le dire comme ça, étaient apeurés. Ils avaient craint pour la Gambie, parce qu'effectivement, comme l'avait dit Maître, enfin le docteur avant, il y a beaucoup d'intérêt pour la Mauritanie en Gambie. C'est aussi la Gambie, le Sénégal, ça c'est nos profondeurs. Ce sont nos profondeurs, et ce qui arrive là-bas va certainement apparaître ici. C'est-à-dire qu'il va avoir une influence néfaste ici, comme au Mali, comme au Maroc et en Algérie. Ça, c'est
c'est notre environnement, c'est notre espace vital. Et surtout le Sénégal et la Gambie, c'est l'espace vital de la Mauritanie. Comme la Mauritanie est un espace vital, et je crois que c'est au tout début des événements de 89, je crois que les gouvernements ont mis du temps à comprendre que l'un et l'autre des pays, les deux pays sont chacun d'eux et l'espace vital de l'autre. Et on ne prend pas ça en considération. Et je crois que la classe politique devrait, dans son discours, mettre cela en exergue et appuyer cela. Parce que moi, je sens ces semaines, ces jours-ci, beaucoup de trucs sur les télévisions, sur les journaux, dans la presse ici, comme là-bas. Et j'ai l'impression, moi qui ai vécu 89, douloureusement, j'ai l'impression qu'on est en train quelque part de refaire les mêmes comportements, les mêmes erreurs, et les mêmes fautes, parce que on laisse parler n'importe qui sur n'importe quel sujet. Et ça, je pense que c'est très grave. Et on doit se reprendre un peu pour nous rappeler qu'on est très proches les uns des autres pour créer des problèmes, mais on doit discuter nos problèmes pour avoir des solutions. Et le problème de la Gambie, c'est un problème qu'il faut discuter très sérieusement. Elle n'a pas besoin d'occupation. Les Sénégalais, la CEDEAO doit sortir très rapidement de la Gambie et le président Adama Barrow doit reprendre les rênes de son pouvoir et le président Macky Sall doit le laisser s'autonomiser un peu et doit même... ça c'est pour le bien-être, pour le bien de tous les pays, de toute la zone. De toute la région. Et pour le bien du Sénégal aussi. C'est pas... Excellence, les intérêts aussi importants pour les différents pays, que ce soit le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, est-ce que ça ne constitue pas un enjeu supplémentaire pour instaurer la paix, la stabilité dans ce petit pays? Oui, absolument. Vous savez, moi je crois que je suis le témoin le plus privilégié des événements de 89, parce que j'étais chargé d'affaires de Dakar. Je les ai vécus dans ma chair, je les ai vécus douloureusement. Et nous ne souhaitons pas un recommencement de tels événements. Et vous savez, les États, c'est des intérêts. Et quand il s'agit des intérêts, chaque État défend son intérêt. Ce que moi je disais tout à l'heure pour l'opposition, c'est je ne rentre pas dans les détails de celui-là a fait ou l'autre a fait ou l'autre n'a pas soutenu. Moi je dis que la diplomatie mauritanienne a toujours été forte. Et nous devons toujours la renforcer, quel que soit le président, quel que soit le régime, quel que soit l'époque. J'ai dit que notre position géostratégique nous a toujours amené à avoir une diplomatie forte. Et nous devons le garder, que nous soyons dans l'opposition ou que nous soyons au pouvoir. Et ça doit être des fondamentaux. On ne peut pas dire je m'oppose à toi sur l'envoi de contingents en Centrafrique ou je m'oppose à toi sur la bonne amitié et l'entente avec le Sénégal. Non, on doit avoir des fondamentaux pour la politique étrangère sur lesquels nous nous entendons. Et si la Mauritanie quand même a cette position géostratégique, c'est parce que tout simplement elle appartient à tout ce monde. Vous savez, nous sommes à l'avant-garde de la coopération arabo-africaine. C'est nous qui sommes à l'avant-garde de la coopération. C'est nous qui nous sommes membres de l'organisation, membres fondateurs de l'organisation. Nous sommes membres des Nations Unies. Nous sommes membres de la Ligue arabe. Nous avons créé le G5 Sahel pour justement pallier à ces questions de terrorisme et d'insécurité. Et donc, tout ceci fait qu'il y a des fondamentaux dans la politique extérieure de la Mauritanie sur laquelle moi je lance un appel à toute la classe politique pour qu'on s'entende, pour que ça soit très clair. Et moi je demanderais à la classe politique de tirer rapidement les conclusions, les leçons de cette crise, surtout dans l'aspect qui concerne la CEDEAO, parce que nous sommes un pays qui a malheureusement quitté la CEDEAO en 2000. Ça, c'est une attitude à ne jamais, qui ne s'explique jamais, comme l'attitude du président, que je ne comprendrai jamais. Mais aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites, qui ont été faites vis-à-vis de cette partie de la Mauritanie, de cet enracinement de la Mauritanie, qui a été malheureusement rompu depuis très longtemps. Et je pense qu'il faut le concrétiser par justement la marche vers le retour au sein de la CEDEAO, parce que c'est une organisation, avec cette expérience, je crois que c'est une organisation qui
qui a quelque chose à nous donner et à laquelle nous avons quelque chose à donner aussi. Nous avons un rôle à jouer là-dedans. Ce rôle que nous avons joué aujourd'hui, que nous nous battons de jouer, de pouvoir jouer en Gambie ou en Afrique, on ne peut pas le jouer dans le monde. On ne peut pas. Mohamed, revenons à présent à cette diplomatie de plus en plus active, la diplomatie mauritanienne. Si vous avez un dernier mot à dire à ce sujet, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Je voudrais juste dire pour terminer que la diplomatie mauritanienne a pris de l'envergure ces dernières années. Elle a toujours été active, mais elle a pris encore davantage d'ampleur ces dernières années. Et je rejoins parfaitement Mohamed Val. On a beaucoup plus, je ne dis pas intérêt, mais voilà, à se positionner en Afrique de l'Ouest quand même. On a un rôle beaucoup plus important à jouer qu'en Afrique du Nord. Ça, c'est des réalités. Moi, je pense qu'il faut... Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger. Non, ça ne veut pas... Non, loin de là. Loin de là. On doit jouer notre rôle naturel qui est celui de trait d'union. Trait d'union. De point de rencontre. De point de rencontre entre les deux espaces. Entre nos deux ancrages arabes et africains. Voilà. Parce que nous apportons aux Africains ce qui est arabe et nous apportons aux Arabes ce qui est africain. Tout à fait. Mohamed Val, votre dernier mot sera, s'il vous plaît, sur le rapport communication-diplomatie et le rôle de la communication. J'aimerais bien apporter une position à ce que dit Mohamed. Vous aurez excellence. Concernant la CEDEAO, vous savez, c'est vrai, la Mauritanie a quitté la CEDEAO en 2000. Et sur ce plan, nous avons certains hommes politiques qui sont pour le retour à la CEDEAO et d'autres sont plus réticents. Mais je vous dis qu'en août 2014, nous avons engagé avec la CEDEAO des accords de coopération. Des accords de coopération, absolument. Et c'est notre zone naturelle et nous ne pouvons pas nous en sortir. Soit on y revient, soit on renforce les accords de coopération. Ça, c'était une précision. Mais je crois qu'il y a quelque chose de... Mais vous savez, le Tchad, est-ce qu'il appartient à la CEDEAO? Non. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait au Mali par rapport aux troupes du Tchad, par exemple? Revenons à ma question, là, Mohamed Val, s'il vous plaît, le rapport entre communication, diplomatie. Moi, je crois que la communication, malheureusement, dans ce pays, on ignore. Encore une fois, on est doublé. On est doublé par la communication, parce que l'usage de la communication, c'est un art. C'est une science aussi, c'est quelque chose qui complète la diplomatie, qui la prépare et qui la complète après, et qui éclaire surtout. Parce que si, par exemple, sur ce sujet-là, si lors de la première médiation, par exemple, on avait tout donné, on avait donné l'information, on n'en serait pas là. Il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été dites. Vous voyez comment je veux dire, ils ignorent complètement la Mauritanie, même que... C'était le cas durant les premières 24 heures de la médiation. On a parlé de la médiation gambienne. A pris le président mauritanien. Mais comment ça? L'avion, c'est quoi? D'où est-ce qu'ils sont allés? Mais c'est fait exprès. Et lors de la première médiation mauritanienne, dans les couloirs diplomatiques, on a dit même, on a évoqué qu'il y aura un retour le jour qui suit du président mauritanien. Je suis d'accord parce que c'était la même chose en 1998 pour la communication. Mais bon, aujourd'hui, quand même, nous avons une presse libre. Pallier à cela. Parce que moi, je me rappelle aussi que toujours dans le cadre de cette médiation, on a dit à un moment donné, le président de la République est venu trop tard. C'est faux. Le président de la République avait déjà envoyé le ministre secrétaire général de la présidence pour voir Yahya Jammeh 10 jours avant que toute cette crise n'éclate. Donc on avait déjà intervenu. Donc ça, c'est toujours le problème de la communication. C'est vrai, nous sommes très pauvres en communication,
Et nous devons faire des efforts. Et quel serait le rôle de nos chancelleries à l'étranger pour justement Bon, évoquer cela? Écoutez, ça c'est un débat assez long parce que moi je pars du fait que malheureusement les diplomates de carrière deviennent de plus en plus rares. On prend un peu au pif des diplomates. Et la communication aussi c'est un art. Non, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Tout doit partir d'ici, mais nous devons faire l'effort d'avoir une véritable communication. Vous voyez ce qui se passe même à l'intérieur. La communication est très pauvre. Même dans le cadre du dialogue interne entre nous, la communication ne s'est pas faite bien. Si vous prenez le dialogue, la communication n'a pas été bien faite. Parce que tout le monde pense que le dialogue, c'est ceci, c'est cela, alors que c'est autre chose. C'est parce que nous avons mal communiqué. Moi, je ne crois pas que c'est une question de diplomate de carrière. Parce que je vois des gens qui ne sont pas des diplomates de carrière, qui font de la bonne communication à l'extérieur. Mais je vois le contraire aussi. Moi, je crois que c'est une attitude mentale du Mauritanien, qui croit que la vérité finit toujours par triompher, qu'elle n'a pas besoin d'être boostée, on n'a pas, quand on parle, c'est pas bon. Non, il y a des efforts qui doivent être faits sur le plan de la communication, ça c'est évident. Voilà, le temps qui nous est imparti est à présent terminé. Il me reste plus qu'à vous remercier vivement d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir et à la prochaine fois.